Bonjour tout le monde. Alors avant de commencer le cours, je vous avais demandé la semaine dernière de préparer un exposé sur le périnée. Qui veut passer? Ben pas tous en même temps. Oui? Docteur Pizzoferrato. Eh bien au tableau. Alors le périnée, qu'est-ce que c'est? Alors, le périnée, c'est un organe qui est très important. C'est une structure complexe qui est essentiellement constituée de muscles. Ces faisceaux musculaires sont entrecroisés les uns avec les autres et vont servir à soutenir nos organes du petit bassin. Chez la femme, ce sera la vessie en avant, le vagin au milieu et le rectum en arrière. Ce plancher pelvien, ce périnée, quand on le regarde sur un bassin, eh ben, en fait, il est grand. Il va tapisser finalement l'ensemble du petit bassin pour soutenir nos organes. Malheureusement, ce plancher pelvien, ce périnée, il est fragilisé par des filières, par des trous. En avant, le trou urinaire, la fin du système urinaire. En arrière, le trou anal, la fin du système digestif. Et au milieu, le trou vaginal. Si au niveau urinaire, au niveau anal, on a des sphincters, au niveau vaginal, quand on est une femme, on n'a pas de sphincter pour permettre les rapports, la naissance d'un enfant. Et cette zone vaginale, finalement, c'est vraiment une zone de fragilité. C'est là où va s'exprimer finalement la descente d'organes ou l'incontinence urinaire. Donc c'est important finalement d'avoir cette conscience-là, de cette fragilité et de cette importance et de cette ampleur du périnée qui tapisse le fond de notre petit bassin. Et le périnée a-t-il d'autres fonctions? Oui, bien sûr, ce périnée, il est grand, ce périnée, il est important, ce périnée, il a plusieurs fonctions. Donc on a dit qu'il pouvait soutenir nos organes pelviens, c'est sa fonction principale, mais il peut aussi aider à la continence. Il va permettre de renforcer nos sphincters, le sphincter urinaire, le sphincter anal, et du coup nous permettre d'aller aux toilettes pour uriner ou pour déféquer au moment où on aura décidé. D'une autre façon, il permet également de faciliter la miction, c'est-à-dire qu'il faut en fait avoir un périnée complètement détendu pour pouvoir uriner ou aller à la selle dans les meilleures conditions. Et puis ce périnée, il a aussi une interaction avec d'autres systèmes musculaires comme le système abdominal, les abdominaux, les muscles au niveau dorso-lombaire ou notre diaphragme. Et cet ensemble, finalement, ça forme notre caisson abdominal et ça participe à notre posture. Et il y a des études qui montrent que des femmes qui ont une hyperlordose, une posture un peu du bassin mal positionnée, elles pourront avoir des problèmes de périnée, des problèmes de plancher pelvien. Et puis alors une dernière fonction, et pas des moindres, c'est la fonction sexuelle. Le périnée, le plancher pelvien, participe aussi à la satisfaction sexuelle. Et on sait que des périnées qui sont trop toniques, par exemple, ce sera facteur de risque d'avoir des douleurs au moment des rapports et parfois même au maximum d'empêcher complètement les rapports. Et quels sont les principaux troubles du périnée? Oui, alors les troubles du périnée, ils sont multiples, puisqu'on a plusieurs organes dans notre petit bassin, on a nos muscles du plancher pelvien, et donc ce sera tout autant de symptômes différents qui pourront nous gêner dans notre vie de tous les jours. Au niveau urinaire, par exemple, on a l'incontinence urinaire, le trouble le plus connu, mais il y aura aussi les infections urinaires à répétition, les difficultés à vidanger sa vessie, les envies urgentes, les envies fréquentes, tout ça, c'est des troubles qui peuvent vraiment gêner la personne qui en souffre dans son quotidien. On aura aussi au niveau vaginal la sensation de pesanteur, les douleurs au moment des rapports sexuels ou au niveau anal, et ça peut être très invalidant, l'incontinence anale ou la constipation. Ces troubles, ils sont très fréquents en population générale et quand on regarde les études qui sont faites, cette prévalence, cette fréquence de ces troubles, c'est entre 25 à 45%, tous âges confondus. Donc, cela ne concerne pas que les femmes qui viennent d'accoucher? Non, nous sommes tous concernés. Alors en effet, il y a des périodes de la vie, comme la grossesse, comme l'accouchement, comme la ménopause, où effectivement on aura souvent le début de ces troubles quand on parle notamment d'incontinence urinaire, mais finalement on est tous concernés. Les hommes peuvent être impactés et les ados, les jeunes filles peuvent être impactées.
Quand on regarde un autre trouble que l'incontinence urinaire, que les fuites urinaires, quand on parle de constipation, c'est une pathologie qui atteint quasi autant les hommes que les femmes. Et la constipation, c'est facteur de douleur au niveau du périnée, c'est facteur d'hémorroïdes, c'est facteur d'infection urinaire ou de fuite urinaire. Donc il ne faut pas penser parce qu'on est jeune ou parce qu'on est un homme qu'on ne sera pas potentiellement impacté par des troubles du périnée. Et sinon, les jeunes, est-ce qu'on est aussi concernés? Oui, bien sûr, les jeunes aussi sont concernés et probablement beaucoup plus qu'on ne croit, beaucoup plus qu'on peut l'estimer. Quand on regarde un petit peu dans la littérature scientifique, on dit c'est 20-30% des jeunes filles, mais c'est probablement plus parce que probablement qu'elles n'osent pas déclarer ces troubles parce que c'est quelque chose de tabou, probablement encore plus tabou quand on est jeune. Et pour autant, quand on interroge les jeunes filles ou quand on les voit en consultation, elles portent toutes des protections. Pourquoi porter des protections quand on n'a pas ces règles? C'est peut-être justement, et c'est des choses à discuter avec elles, c'est peut-être parce qu'elles ont des problèmes de fuite urinaire. Quand on regarde au niveau du sport de haut niveau, la fréquence, la prévalence de ces troubles, notamment de l'incontinence urinaire, c'est extrêmement élevé. On peut estimer que ça peut aller jusqu'à 70 à 80% quand on réalise un sport avec impact. C'est pour ça que c'est important que ces jeunes filles en aient conscience encore plus que les autres, qu'il faut préserver son périnée, son plancher pelvien. Et quand on vieillit, a-t-on forcément des problèmes de périnée? Alors, il est vrai que le plancher pelvien et les organes de la sphère périnéale sont effectivement sensibles au vieillissement, comme la plupart de nos organes dans le corps, et sont sensibles à la carence en hormones au moment de la ménopause chez la femme. Donc j'aurais envie de dire que oui, c'est plus fréquent d'avoir des troubles du périnée, des troubles du plancher pelvien avec le vieillissement, mais par contre, il ne faut surtout pas considérer ça comme normal. On pourrait dire, ça n'est pas normal de trouver ça normal. Et bon, y a-t-il des solutions à ces troubles? Oui, bien sûr, il y a des solutions et ce n'est pas seulement les serviettes hygiéniques qu'on peut mettre dans sa culotte qu'on peut aller chercher. Il ne faut vraiment pas hésiter, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, même qu'on soit plus jeune, à aller consulter, à aller discuter de ces problèmes de périnée pour aller chercher une prise en charge qui pourra être en général de la rééducation du périnée. Et ça marche, quel que soit son sexe, quel que soit son âge. Vous entendez, vous autres? En cas de trouble, on remuscle le périnée. Alors pas tout à fait, ça peut être effectivement intéressant, notamment quand on a un périnée qui est peu tonique, qui est hypotonique. Effectivement, là on recherchera à renforcer la force, l'endurance, la coordination, donc du travail de renforcement musculaire. Mais il y a des cas où ce renforcement des muscles du plancher pelvien pourra être vraiment délétère. Quand on a un périnée déjà hypertonique, essayer de le rendre encore plus tonique, ça ne marchera pas. Dans ce cas-là, on cherchera vraiment la détente du périnée en faisant faire des exercices de respiration, des exercices en cherchant la détente maximale du périnée lorsqu'on est à la selle, lorsqu'on est pour faire pipi, ou en faisant des massages au niveau du périnée. Et puis une chose à savoir, vraiment ça c'est important, c'est vous aurez beau renforcer vos muscles du plancher pelvien, si vous avez des mauvaises habitudes dans votre quotidien qui tous les jours un petit peu vont étirer, vont abîmer vos structures du périnée, finalement la prise en charge en rééducation, le renforcement musculaire que vous aurez fait ne sera pas optimal. Donc il faut consulter et il faut avoir conscience qu'il n'y a pas que le renforcement musculaire dans la prise en charge pour améliorer ces troubles du plancher pelvien. D'accord, donc il n'y a pas que la musculation. Visiblement, l'élève veut dépasser le maître. Alors peut-on savoir quelles sont les autres solutions ? Alors il y a plein de petites habitudes qu'on peut mettre en place dès son plus jeune âge pour vraiment préserver son périnée. Ne pas s'asseoir sur les toilettes publiques va causer des problèmes pour vidanger votre vessie. Si vous êtes en squat au-dessus des toilettes, vos quadriceps ne seront pas détendus, votre périnée ne sera pas détendu. Si tout ça
c'est pas détendu, le sphincter urinaire ne sera pas détendu. Donc vous aurez tendance à pousser et donc vous allez fatiguer votre vessie et donc à terme ce sera des problèmes pour vidanger votre vessie. Et finalement, si on regarde les toilettes publiques, c'est en général nettoyé régulièrement. Finalement, ils ne sont pas plus sales que son sac de sport qu'on va poser dans n'importe quel gymnase ou son sac à main ou son clavier d'ordinateur. Donc c'est vraiment important, s'il y a un message que vous devez retenir, c'est celui-là. Surtout, asseyez-vous aux toilettes parce qu'on passe plus de temps aux toilettes en dehors de chez soi que chez soi. Pour déféquer dans les meilleures conditions, c'est utiliser tout simplement un marchepied, quelque chose pour surélever les jambes, les pieds, parce qu'on sait que ça va détendre complètement le périnée et faire passer les selles en douceur et donc limiter les troubles du périnée. C'est important aussi d'avoir conscience que, que le soulèvement de charge du quotidien peut avoir un impact sur notre périnée. Quand on veut soulever quelque chose, en fait, on aura tendance à le faire en apnée. C'est important de prendre conscience qu'il faut souffler à chaque fois parce que si on ne le souffle pas par la bouche, ça ira sur le périnée. Et donc ça, tous les jours, un petit peu, ça va impacter notre périnée et donc augmenter notre risque de voir survenir des troubles du périnée plus tard. Une question? Est-il utile de pratiquer le stop pipi? Question ridicule! Alors c'est une question qu'on a fréquemment, c'est quelque chose qui est encore, une idée qui est encore très répandue. Effectivement, je vais faire pipi, j'essaie de stopper mon jet urinaire et si je le stoppe bien, c'est que je muscle bien mon périnée. En réalité, si c'est répété plusieurs fois dans la journée, dans la semaine, tout le temps, ça va faire dysfonctionner la vessie se videra plus complètement. Si la vessie se vide plus complètement, il y aura des risques d'infection urinaire. Encore une fois, uriner, c'est laisser faire, prendre le temps, pas pousser, pas stopper. Une autre question, est-il utile d'aller aux toilettes par précaution? Bah oui, c'est utile. Alors de manière générale, on dit qu'il vaut mieux éviter de faire tous ces petits pipis de précaution. Pourquoi? Parce que notre vessie, finalement, c'est un organe de stockage qui est capable de se distendre et qui doit pouvoir se contracter suffisamment pour évacuer les urines. Elle a une certaine capacité qui est variable entre les gens, mais il faut quand même qu'elle puisse garder une certaine capacité. Et donc d'aller trop fréquemment faire pipi, on va réduire sa capacité au niveau de sa vessie. Et donc si on a une vessie qui est de capacité plus petite, on aura plus souvent envie de faire pipi, on aura plus souvent des urgences urinaires, on aura plus souvent potentiellement des fuites urinaires liées à l'urgence. Au contraire, il y a beaucoup de femmes qui nous rapportent aller une fois faire pipi le matin et aller une fois faire pipi le soir. Ça c'est pareil, c'est surdistendre sa vessie qui sera abîmée par cette surdistension. C'est aussi un muscle, la vessie, et elle ne sera plus à force capable de se contracter pour se vidanger complètement. Si elle est plus capable de se vidanger complètement, on pourra voir survenir des risques d'infection urinaire. Donc finalement, la normale pour faire pipi, c'est toutes les 3 à 4 heures. Bon, docteur Pizzoferrato, je dois l'admettre, c'était bien, c'était complet, c'était très complet, c'était même parfait. Même moi, j'ai appris 2-3 trucs. Non mais quel talent, voilà, 20 sur 20. J'imagine que vous avez peut-être quelque chose à rajouter. Oui, une dernière petite chose à ajouter, vous l'avez compris, cette éducation, cette information, ces modifications comportementales qu'on peut faire finalement de manière assez facile, c'est quelque chose qui gagne à être connu et qui gagne à être développé. Et donc nous allons mettre en place au CHU de Poitiers des ateliers d'éducation qui seront à destination, je l'espère, du plus grand nombre. Bon, 25 sur 20, félicitations du jury. Non, bravo. Vous pouvez regagner votre place. Pause pipi. Enfin, pour ceux qui veulent.